Je vais vous demander aux retardataires de bien vouloir s'avancer, s'installer confortablement pour cette conférence. Je vous rappelle de bien mettre vos téléphones en silencieux par respect pour le conférencier et les animateurs. Et l'animateur, justement, il se trouve à côté de moi. Et c'est Jérôme Revy, partenaire chez NCI. Alors cette conférence, elle va traiter sur la crypto-monnaie et surtout comment la crypto-monnaie va peut-être révolutionner l'immobilier. Je laisse Jérôme vous convaincre. Excellente conférence. Bonjour à tous, merci d'être présents à cette conférence. Donc, comme vous le savez, le Salon Rent, chaque année, essaye de décortiquer les innovations qui vont avoir un impact, une influence qu'on espère importante, considérable, voire révolutionnaire sur les marchés de l'immobilier. Et cette année, vous avez pu le voir, il y a plusieurs thématiques qui tournent un peu autour du pot. On a parlé du métaverse tout à l'heure. Aujourd'hui, ici, on va parler de la crypto-monnaie et de la tokenisation des actifs. Donc, vous savez que les crypto-monnaies, le Bitcoin, l'Ethereum, etc., sont des noms de ces nouvelles monnaies qui sont des monnaies virtuelles. Et je crois qu'il y en a à peu près 1300 qui existent. Et puis, la façon la plus simple de considérer une crypto-monnaie, c'est comme un jeton, en quelque sorte. C'est un jeton que vous avez dans un portefeuille virtuel. Je pense que chacun connaît ça. Et qu'on peut échanger. Donc, vous pouvez la gagner, vous pouvez la transférer, vous pouvez la dépenser, mais tout reste virtuel. C'était intéressant de savoir comment on pouvait imaginer l'utilisation de la crypto-monnaie dans l'immobilier, parce que bien que l'immobilier, ça soit immatériel et que les monnaies, elles, sont immatérielles, eh bien, on utilise des registres distribués, donc on parlera au travers de cette conférence de la blockchain. Eh bien, chaque transaction sur le réseau doit être vérifiée, etc. On verra tout ça avec ces experts et on essaiera de leur demander d'être très pédagogues sur ces sujets-là. Mais depuis un certain temps, le thème de la crypto-monnaie s'infiltre dans le monde de la consommation, mais maintenant dans le monde de l'immobilier, puisqu'il est désormais possible d'acheter pour des consommateurs des biens immobiliers en monnaie virtuelle. J'interrogeais l'autre jour Thibault de Saint-Vincent, qui est le patron de Barnes, qui m'expliquait qu'ils avaient déjà réalisé aux États-Unis des transactions de biens immobiliers en utilisant la crypto-monnaie. Donc c'est donc une réalité et on va voir comment cette réalité, elle a un impact ici en France. Elle pourrait avoir peut-être un impact sur vous, professionnels de l'immobilier. Donc cette technologie révolutionnaire pourrait changer le visage de l'immobilier tel que nous le connaissons. Comment ces monnaies numériques sont utilisées aujourd'hui dans l'immobilier? On va en parler. Est-ce que c'est risqué d'investir dans les crypto-monnaies? Quels en sont les avantages? C'est quoi le rôle de l'agent immobilier de demain avec la crypto-monnaie? On va aussi parler de la tokenisation des actifs, un terme barbare qu'on nous expliquera. Et donc, pour parler de ces sujets-là, j'ai invité ici à cette table 4 intervenants de grande qualité. J'ai proposé à Arnaud Touati, qui est avocat, qui a consacré son activité aux startups et aux nouvelles technologies. C'est le fondateur d'un cabinet qui s'appelle Hashtag Associé, Hashtag Avocat, qui a développé une expertise particulière sur les domaines de l'intelligence artificielle, des données personnelles et surtout de la blockchain. Voilà, donc Arnaud sera un petit peu notre regard juridique sur ces sujets-là. Et puis, j'ai invité à côté de lui Florian Fressonnet, que peut-être vous connaissez au travers d'un livret blanc qu'il a édité il y a très peu de temps, peut-être il y a 3 mois, je crois, Florian, qui est consacré à l'immobilier 3.0. Florian est un spécialiste de ce sujet-là. Il a fondé un cabinet de conseil qui s'appelle Tokenland. Voilà. Merci beaucoup, Florian, d'avoir accepté mon invitation. Et puis, Richard à la casquette, Richard Winkles, qui est le fondateur d'une start-up qui s'appelle Brick Club et WinCity.
Alors, est-ce que c'est une start-up, deux start-up? Il nous dira tout à l'heure, dont la mission est de rendre accessible l'immobilier locatif de manière très simple. Je crois que c'est une start-up de 35 personnes et qui a développé une solution qui mélange à la fois la solution de financement en partage de revenus avec la méthode de tokenisation, donc une méthode qui permet de faire un acte d'achat, un paiement à partir de 200 € pour rendre liquide l'investissement locatif. Donc voilà, il nous expliquera ça tout à l'heure. Et enfin, un invité de dernière minute, j'ai envie de dire, puisque j'ai invité Jean-Marc il y a seulement quelques jours et qui a accepté de venir du Canada, de Montréal très précisément. Et Jean-Marc, ici, il est connu comme étant le père, peut-être, de la tokenisation des actifs. Jean-Marc Jacobson, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est le fondateur de Realty, créé en 2019. Donc vous voyez qu'on est déjà très loin. Et cette entreprise propose d'investir dans l'immobilier avec un nouveau modèle économique, la tokenisation, en s'appuyant sur la blockchain. Voilà. Et je crois que Realty a déjà réalisé 46 millions de dollars de ventes, 60 millions de dollars de ventes. J'avais noté 200 biens immobiliers tokenisés, c'est peut-être plus maintenant. 250 biens immobiliers tokenisés. Voilà, donc il y a une grande expérience de ce sujet-là. Merci d'avoir accepté mon invitation. D'abord, peut-être une première question. Alors, je vous invite à prendre un micro et puis chacun peut intervenir si c'est nécessaire. Est-ce qu'en France, on peut aujourd'hui acheter un bien en crypto-monnaie? Alors, nos intervenants parfois peuvent utiliser des mots barbares, NFT, etc. J'essaierai de les couper et de leur demander d'être pédagogues. Florian. Je vais bien commencer. En fait, acheter un bien en crypto-monnaie en France, ça veut dire plusieurs choses. On peut se dire, est-ce que demain, je peux acheter un appartement de manière traditionnelle avec du Bitcoin? Alors oui, en fait, c'est possible. D'un point de vue paiement, le droit français est assez permissif sur le troc, sur les échanges, etc. Le vrai sujet, pour le dire assez rapidement, c'est que ça vous coûtera tellement cher en avocat, peut-être même chez Arnaud, que vous n'avez pas vraiment de raison d'acheter de manière traditionnelle un appartement en Bitcoin. Ou même de louer votre appartement en Ether, comme ça avait été le cas il n'y a pas très longtemps. Derrière, on peut aussi élargir un peu la question et se dire, une fois que je sors des carcans traditionnels d'achat d'un appartement, qu'est-ce qui peut se passer? Évidemment, là, on va pouvoir parler d'immobilier tokenisé. Il y a des gens qui sont bien mieux placés que moi pour en parler. Où là, on peut acheter des parts d'immobilier grâce à des crypto-monnaies. Mais aujourd'hui, bien sûr qu'on peut acheter un appartement traditionnel en crypto. Est-ce que ça vaut le coup? Non. Sur la transaction immobilière, là où ça peut être intéressant, c'est quand on va aller acheter dans un autre pays pour essayer de faire on va dire de rapidifier la transaction sans passer par les banques, etc. Ou alors, il y a des tentatives d'évasion fiscale qui sont plutôt bienvenues en ce moment sur ces sujets-là. Mais aujourd'hui, non, ça ne fait pas trop de sens d'acheter un appartement de manière classique en crypto. Arnaud, Je pense qu'Arnaud a un avis sur la question. Alors, je suis d'accord sans être d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, déjà payer un bien en crypto-monnaie, c'est quelque chose de possible, c'est quelque chose d'envisageable. Il y a déjà eu des cas assez peu courants en France, mais qui sont arrivés, des notaires qui ont effectivement accepté, plutôt notaires qu'avocats d'ailleurs, qui ont accepté de gérer ce type de transactions en crypto-monnaie. Les désavantages, c'est quoi? C'est que lorsque vous payez un bien en crypto-monnaie, vous devez payer comptant, que dans tous les cas, les frais, notamment les frais de notaire, tous les droits de mutation doivent être payés en euros. Donc évidemment, il va falloir sortir de toute façon un pourcentage du montant du bien, 7 à 8% en fiat, en euros, en monnaie fiduciaire. Et puis il y a aussi une difficulté, c'est qu'entre le moment de la promesse et le moment de la vente définitive, il peut y avoir une modification du cours du montant de la crypto qui fait qu'il faut raisonner en contre-valeur euro permanente. Parce que concrètement, on le sait très bien, même avec certains stablecoins récemment, on n'est jamais à l'abri potentiellement d'un décrochage de certaines crypto-monnaies. Donc il y a des points qui sont des points négatifs. En revanche, il faut quand même voir aussi qu'il y a des gens qui sont crypto-millionnaires, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent en crypto et qui n'ont pas beaucoup d'argent en euros et qui pourraient bénéficier de cette solution-là simplement pour pouvoir acheter en immobilier ce qu'ils ne peuvent pas faire avec de l'euro, simplement parce qu'ils n'ont pas cet argent en euros. Donc oui, effectivement, je suis d'accord avec Florian que ce n'est pas la panacée.
Pour autant, ça peut permettre à un certain nombre de personnes de pouvoir avoir accès à la propriété immobilière en ayant un capital en crypto qu'ils n'ont pas en euros. Évidemment, la question du fractionnement de biens immobiliers est également un sujet qui permet de rendre accessible la propriété à des gens qui ne l'ont pas et sur lequel je pense qu'on discutera également. Jean-Marc, je crois que En vous fait, vouliez- oui, j'aurais aimé d'abord pas donner quelques définitions, parce qu'on parle de crypto-monnaie, après on parle de token immobilier. Quelle est la différence? Qu'est-ce que l'un est par rapport à l'autre? En fait, un token, à la base, le premier token, c'était Bitcoin. Le token est une unité de compte qui existe sur un registre que l'on veut décentraliser, qu'on appelle communément une blockchain. Cette unité de compte, à la base, était créée pour faire de la monnaie. C'est devenu ce qu'on appelle les crypto-monnaies. C'était le but de Satoshi Nakamoto à début avec Bitcoin. Ensuite, ce token, grâce à Ethereum, a pu devenir plusieurs choses. Il peut représenter ou même être des actifs. Dans certains cas, on parle aujourd'hui de tokenisation immobilière, c'est-à-dire que le token lui-même, à la place d'être une monnaie, est une part d'un immeuble. Donc on parle de tokenisation. Maintenant, quelle est la valeur juridique de cette part? Comment est-ce que ça fonctionne? Quel est le carcan juridique? Comment est-ce que ça s'échange? Et qu'est-ce que ce token représente vraiment? Aujourd'hui, on dit que j'achète un appartement, tout le monde comprend. Mais quand on dit on achète un token d'un appartement, comment? En fait, aujourd'hui, il est impossible, où que ce soit dans le monde, d'acheter directement, de fractionnaliser ou tokeniser un immeuble. On ne peut le faire qu'à travers une compagnie, une société, je devrais dire, une société qui appartient, qui détient, qui est propriétaire du bien immobilier, et on peut tokeniser les parts de cette société. Ça devient donc une valeur mobilière dans certains cas. Il y a différents schémas. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui est réellement tokenisé. Quand vous achetez ce token, qu'est-ce que vous achetez réellement? Dans le cas de Realty, vous achetez une action d'une compagnie qui détient un bien immobilier, avec tous les avantages et les inconvénients. Il y a les votes, il y a les distributions de dividendes, etc. Et il y a tout l'environnement juridique qui suit cette valeur mobilière. Ça implique qu'il y a aussi beaucoup plus de liquidité, la barrière à l'entrée de l'investissement immobilier peut démarrer à partir de 50 €. Il y a beaucoup d'avantages. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est la définition de ce qui est tokenisé. On peut tokeniser des biens divers, les diamants, l'or, etc. C'est qu'est-ce qu'on assigne à ce token, qui est cette unité de compte sur un registre. Alors, justement, sur ce sujet-là, il y a plusieurs initiatives de start-up en France, et Richard va pouvoir nous en parler, je me tourne vers lui. Et j'ai l'impression que ce n'est pas très clair. On ne sait pas si effectivement on achète une part de l'immobilier ou une part du revenu. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet? Alors, bonjour à tous. Donc effectivement, il y a plusieurs enjeux. Chez Brick, en tout cas, notre idée fondamentale, c'est toujours de solutionner un problème. Il faut faire super attention avec la blockchain parce que beaucoup y croient, mais sans savoir comment on va appliquer cette techno dans son propre métier. Donc il y a énormément de gens, je pense, qui viennent nous voir tous en disant on veut faire, ça nous intéresse, mais en fait, ils n'ont pas de raison de le faire. C'est-à-dire quel problème on solutionne. Donc d'abord, je voudrais juste qu'on exprime le besoin utilisateur. Pourquoi tout le monde regarde cette blockchain IMO avec tant d'appétit? Parce que le premier, c'est la liquidité. C'est-à-dire quand on achète un bien en France, il faut 3-4 ans avant de se dire ça y est, j'ai payé mes frais, je commence à rentabiliser avec mon prêt. Donc 3-4 ans, c'est beaucoup d'engagement, c'est peut-être le plus gros investissement d'une vie. L'idée, c'est qu'avec ces tokens, on puisse prendre un petit peu d'engagement le soir au coin du feu avec une carte bleue et se dire allez, je vais acheter cette petite part de boulangerie. Donc ça, c'est un premier besoin, c'est la liquidité et de pouvoir acheter quelque chose de façon extrêmement simple. La seconde, qui est extrêmement importante, c'est de pouvoir du coup en sortir le plus rapidement possible. Le deuxième principe de la liquidité, la rapidité, la liquidité. Et enfin, on en viendra peut-être à la fin, c'est sur la partie hypothèque et collatérale. On en parlera juste après. Donc nous, quand on a vu arriver un petit peu cette techno NFT blockchain l'année dernière, c'était en novembre l'année dernière, je me souviens très bien. Le NFT permet vraiment de matérialiser. Le token, c'est encore très abstrait pour beaucoup. Mais le NFT, c'est un petit peu plus crédible, c'est-à-dire un peu plus concret. C'est-à-dire que c'est un token qui est unique. C'est-à-dire que si vous l'avez, quelqu'un ne peut pas l'avoir. Il est numéroté, il est unique, il est traçable. Et du coup, ça devenait tout d'un coup une évidence chez nous, chez Brick, de se dire on va lever de l'argent
en faisant payer un NFT à chaque personne qui veut acheter un produit qu'on a acheté sur Paris l'année dernière. C'était un restaurant, on a levé 2,5 millions d'euros en crypto, donc ça répond à ta première question. On a payé Seaable en crypto, mais ça a juste servi à lever des fonds. Ça a servi simplement à lever des fonds. Donc ça a été la première chose qu'on a faite, mais pour aller à ta... Oui, parce que concrètement, en fait, vous avez vendu des NFT et avec cet argent, vous avez acheté un bien immobilier. Absolument. Et donc, c'est la foncière WinCity. Brick, WinCity, qui est propriétaire du bien immobilier. Et Exactement. après, c'est là où tu vas en venir. Donc là, c'était le début de la découverte parce que ça bouge extrêmement vite. On répond à un besoin qui est du coup de rendre liquide ce marché de l'immobilier avec des petits tickets. C'est comment on fait en France pour essayer d'accélérer sur ce marché et de se dire comment on se positionne. Alors c'est là où on a une grande différence avec Jean-Marc. C'est que Jean-Marc fait de la tokenisation d'actifs qui sont sous forme de participation dans des structures. Ce sont des actionnaires au travers de leur token. Mais ça, c'est possible en France aussi. Alors c'est possible avec les mêmes contraintes, tout le même blabla. Donc c'est du security token français. L'AMF le réglemente depuis la loi. Mais Pacte. vous n'avez pas choisi de le faire. Et donc nous on le choisit pas. Pourquoi? Tout simplement parce que si la personne souhaite vendre son token, en fait, elle souhaite exercer son droit au travers de sa SAS, qui va devoir du coup faire une assemblée générale, faire aller le droit de. Et là, on tombe dans des contraintes juridiques. Droit de mutation. Les droits de mutation sur les parts des sociétés qui sont détenues par le... Droit de mutation, les droits évidemment de préemption, que ce soit des associés, voire même sur une totalité, les droits de préemption du gouvernement. Donc ça pose quand même un problème de liquidité. Si c'est pour créer une SCI à 300 personnes, c'est possible. Techniquement aujourd'hui, sauf que tout le monde sait que ça va être très compliqué à gérer. Donc si c'est pour se retrouver 300 copropriétaires en France avec les mêmes difficultés, on va revenir à créer un fonds et du coup abandonner un petit peu cette notion de facilité. Non. Visiblement, il n'est pas d'accord. En fait, il est possible d'avoir des milliers de token holders même sur une seule propriété, que ce soit actionnaire ou pas. La gestion aujourd'hui, les votes en ligne, on-chain, sur blockchain même, c'est une autre fonction qu'on peut attribuer à un token, ce sont les votes. Ça se fait très bien, ça marche assez rapidement. Les actionnaires votent une fois par an ou par motion et ça coule assez bien, la technologie est là. Par contre, en France, le problème qu'on a avec le modèle Realty qui est acheter une action de la société qui détient un bien, c'est effectivement les droits de mutation. C'est de 5% dans le cas d'une société à prépondérance immobilière, 1% pour les autres, mais de toute façon, ça ne peut pas être en dessous de 25 euros. Donc si on met un token à 50 euros, qui est quand même le but de fractionnaliser, c'est de permettre l'accès à l'immobilier à petit montant. Eh bien, si on doit payer 25 euros sur un token de 50 euros, certes, c'est juridiquement possible, mais économiquement, ça n'a aucun sens. Je crois qu'Arnaud voulait intervenir sur ce sujet. Tout à fait d'accord. On est absolument d'accord sur ce point-là. Et en réalité, je pense qu'on touche un point qui est très important. Ce qu'il faut comprendre, si on fait un schéma et qu'on découpait les choses en deux, il y a effectivement deux types de jetons. D'accord ? Il y a un jeton qu'on qualifie de jeton utilitaire. C'est le jeton qui est utilisé par Richard. Et puis, on a des jetons qui sont qualifiés de jetons sécuritaires, qui sont en les réalité... security tokens. Voilà, security tokens qui ont un sous-jacent qui est un titre financier. Ce titre financier, ça peut être une action, c'est ce que vous proposez avec Realty, ça peut également être une obligation. Et le problème que nous avons à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas dans la réglementation française telle qu'elle est, c'est que si vous voulez, déjà, effectivement, lorsque le sous-jacent de ce jeton, c'est une action, eh bien, vous êtes un actionnaire, donc lorsque vous cédez vos actions, au même titre que n'importe quel actionnaire qui n'aurait rien à voir avec la blockchain, vous avez des droits de mutation à payer. Ce qui veut donc dire, naturellement, et vous avez raison, que le principe même du fractionnement, qui est de pouvoir donner accès, limite, à partir d'1 euro, techniquement, parce qu'il y en a qui font de la communication autour de ça, je voyais ça encore tout à l'heure, c'est investissez dans l'immobilier à partir d'1 euro. Techniquement, comme ça a été dit, si vous investissez pour 1 euro et que vous avez 25 euros de droits de mutation à payer lorsque vous cédez, c'est un petit peu problématique. Et puis, il y a un second sujet, ça a été répété par Richard à plusieurs reprises et il a raison à mon sens, c'est le sujet de la liquidité. Pourquoi est-ce qu'on utilise la blockchain par rapport au crowdfunding ? Parce que le crowdfunding, c'est aussi donner accès, c'est aussi fractionner d'une certaine manière, c'est aussi donner accès à un public, à de l'investissement, etc., etc. L'intérêt de la blockchain, un des intérêts de la blockchain, à mon sens, le plus important, c'est la liquidité. Or, dans la législation française telle qu'elle est à l'heure d'aujourd'hui, le marché qu'on appelle le marché secondaire, c'est-à-dire la capacité de céder des jetons,
est extrêmement limité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais est extrêmement limité. Et c'est vrai que d'une certaine manière, même si ce que vous faites chez Realty est excellent parce que ça donne plus de consistance d'être un actionnaire dans la boîte, c'est incontestable, eh bien, il y a des limitations en termes de liquidité qu'il faut aussi avoir en tête lorsqu'on réfléchit aux différents modèles. Voilà. Alors, en fait, Realty étant une compagnie américaine, les lois sont un peu différentes. Nous avons besoin effectivement, nous sommes des security tokens, donc évidemment des valeurs mobilières, comme je l'ai dit. En France, c'est l'AMF, aux États-Unis, c'est la SEC. Il n'y en a pas un qui est plus sympa que l'autre, je vous assure. Ceci dit, pour le marché secondaire, le grand défi, c'était quoi? C'était que, étant une compagnie, une société, par actionnariat, il faut savoir à tout moment qui a quoi. Combien d'actionnaires il y a, qui sont-ils, les KYC, pouvoir faire la cap table et les registres de sociétés. Dans les marchés secondaires traditionnels sur blockchain, l'échange se fait. Le token s'échange et c'est que des adresses, sans identité derrière. C'est illégal, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe ou que ce soit. La différence avec les États-Unis, c'est que tant qu'on peut avoir ce registre et qu'on peut dire avec certitude qui a quoi, on peut développer un marché secondaire. Et c'est ce qu'on a fait avec Realty. On a un marché secondaire très actif. On s'est intégré dès 2019 dans ce qu'on appelle les DEX, c'est-à-dire les échanges décentralisés comme Uniswap, en développant d'autres technologies, en développant ce qu'on appelle le whitelisting, c'est-à-dire c'est des adresses qui sont vérifiées par KYC, où les tokens ne seront livrés que sur ces adresses. KYC, c'est l'identité. Alors c'est la vérification d'identité qu'on fait par des tiers. Ce qui fait qu'à tout moment, on peut répondre aux besoins du régulateur, qui est de dire qui a quoi, quand, à n'importe quel moment. Et donc le marché secondaire s'est développé. Maintenant en Europe, il y a beaucoup plus de difficultés que je découvre. Mais Florian, une question pour toi. Est-ce que en France, on a un truc qui s'appelle la SCPI? Est-ce qu'on n'a pas déjà répondu à ces problématiques-là avec un truc qui existe déjà, la SCPI? Toi, tu dis dans ton livret blanc que la SCPI, en gros, ça va disparaître. Pourquoi? Effectivement, c'est ma grande théorie et c'est pas la SCPI qui va disparaître. C'est la SCPI comme on la connaît aujourd'hui, elle va disparaître. Et en fait, elle est déjà en train de disparaître. Déjà, peut-être tu peux préciser la SCPI, ce que c'est. Alors, la SCPI, c'est une société d'investissement dans laquelle on peut prendre des parts en étant un particulier, dans laquelle on ne maîtrise pas les investissements, mais c'est un fonds, on est payé contre un rendement. Une foncière dans laquelle on fait des acquisitions et ensuite on divise ces acquisitions-là en parts de sociétés. Exactement. Et en fait, l'écosystème crypto, il va pouvoir révolutionner ça. Et en fait, il y a déjà des entreprises qui sont en train de révolutionner la SCPI, mais la crypto, elle apporte deux choses. Alors, on a beaucoup tourné autour du pot pour ne pas sortir le mot parce qu'il est très compliqué et que personne ne le comprend. Mais en fait, tout ça, il s'agit de composabilité. Et la composabilité, c'est vraiment ce qui fait la force de l'écosystème crypto et Web3 en général. La composabilité. La composabilité, en fait, c'est la capacité pour un asset, c'est-à-dire dans ce cas présent un token, d'être utilisé, d'être le fruit d'un protocole et d'être utilisé par un autre. Je donne un exemple qui va être un peu plus simple. Aujourd'hui, j'achète un token immobilier chez Realty, je peux aller le poser en collatéral sur leur plateforme pour emprunter de l'argent. Alors là, ici, ça se fait dans la même entreprise, mais la composabilité, c'est cette capacité à aller utiliser un investissement pour aller le réutiliser dans un autre protocole. Donc ça marche très bien pour ceux qui sont un peu familiers avec l'écosystème crypto. Ça marche très bien avec les intérêts composés. Donc je vais prendre un token d'un côté, gagner de l'argent dessus, aller le reposer sur un autre et jouer et faire des boucles comme ça. Alors ça marche très bien et ça va nous permettre d'avoir des nouveaux modèles qui vont émerger, qui vont effectivement remplacer la SCPI. Parce que quand on entre dans l'écosystème crypto, on a deux choses qui arrivent. La première, c'est la possibilité d'avoir un token et donc un token qui va être composé et que je vais pouvoir utiliser, et aussi d'avoir des nouvelles utilisations, des nouveaux cas d'usage qui n'étaient pas très clairs sur la SCPI. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un modèle d'organisation décentralisée qui s'appelle les DAO, qui est en train d'émerger très fort sur les écosystèmes crypto-monnaies, et dans lesquels des personnes qui se sont réunies pour investir sur un même projet ont des droits de vote, ont des nouveaux outils pour prendre des décisions ensemble, tout ça basé sur un token. Et en fait, le truc qui est marrant, c'est que tout ça, en fait, ça devient super simple. C'est-à-dire qu'on ne s'émancipe pas du tout des réglementations ou de nos juridictions locales. Par contre, on a une surcouche technique. La crypto, c'est vraiment une surcouche technique qui permet de faciliter un certain nombre d'actions, d'en automatiser. Et en plus,
vu qu'on peut tenir un registre on-chain depuis 2017, on peut imaginer qu'il y a plein de cas d'usage qui vont émerger de ça. Mais en tout cas, on peut imaginer que demain, Madame Michu avec ses copines, elles ont de l'investissement, elles ont un peu d'argent, elles font de l'investissement immobilier, elles voient un peu ça de loin. Elles peuvent monter une SCPI on-chain à partir de pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il faut 5 outils. Donc il faut un outil de vote, un outil de gestion du portefeuille privé. C'est-à-dire je vais mettre mon argent en commun, le mettre sur un portefeuille crypto privé, et je vais pouvoir demain monter ma SCPI privée. Alors il y a plein de sujets comme ça qui sont assez intéressants, et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est de se dire que la crypto, elle va pouvoir faciliter un certain nombre d'usages qui fait que les modèles d'investissement comme on les connaît aujourd'hui vont pouvoir devenir obsolètes. La SCPI, c'est une super idée, c'est une super niche fiscale, c'est vraiment, on n'a que ça en France, on est tous trop contents de l'avoir, mais demain, elle va devoir évoluer, et quand on parle à des SCPI, ils comprennent et ils entendent ça, et ils sont plutôt OK avec ce truc-là, parce qu'ils se disent, nous, on va pouvoir utiliser cette technique-là, la blockchain, pour être plus efficient. C'est une disruption de la SCPI. En fait, ce que Florian vient de dire, c'est extrêmement riche en contenu. Je ne sais pas si tout le monde a bien apprécié tout ce que tu as transmis dans ça. Tu as touché à beaucoup de sujets qui sont en développement, et je pense qu'on verra cette progression étape par étape. La SCPI a beaucoup d'avantages. Ça reste néanmoins que le marché secondaire n'est pas si liquide que ça du tout. Il faut des fois, faut attendre longtemps. La barrière à l'entrée n'est pas toujours aussi faible que ça. Ensuite, il y a aussi une opacité de temps en temps des actifs derrière. Il faut attendre les dividendes, il faut attendre ceci. Blockchain permet la composabilité, absolument. Ça permet aussi de choisir son immeuble, sa propriété dans laquelle on va investir, de faire ses propres verticales. Je veux investir, je veux créer un méta-token, on peut imaginer, sur un endroit géographique, ou alors que du commercial, ou alors du résidentiel dans tel endroit, et on crée ses propres foncières. On peut imaginer après des portefeuilles créés comme on crée des playlists. On vous suggère ce portefeuille qui correspond le mieux à votre profil. Appuyez, ça achète automatiquement des tokens de propriétés qui vous conviennent selon votre profil. Ça, c'est des choses qui arrivent. Ça fait partie de la composabilité dont parlait justement Florian. Les DAO, il en a touché mot. Les DAO, c'est les Decentralized Autonomous Organization. Ce sont des sociétés qui n'existent que sur blockchain. À la base, c'était ça. Maintenant, on peut les enregistrer au Wyoming, au Colorado. C'est un peu un contresens. Mais à la base, ce sont des sociétés qui sont régies et gérées entièrement par la blockchain. Code is king. Le code est le roi. Alors, évidemment, il faut des êtres humains. Et pour ça, on fait venir des oracles qui peuvent être un humain, un code, une compagnie, qui vont remplir une fonction spécifique. Et ainsi, autour de ça, peut se créer tout un système, un écosystème immobilier qui va inclure justement le promoteur, l'ingénieur, l'architecte, le notaire, l'agent immobilier. L'agent immobilier, on parle souvent des intermédiaires. Est-ce qu'ils vont disparaître avec la blockchain? C'est un non-sens, évidemment que non. Par contre, leur métier va évoluer, justement dans le cadre de DAO ou de compagnies intégrées, de plateformes intégrées dans l'immobilier tokenisé. L'évolution se fera par une rémunération différente, par un dashboard différent, etc. Les notaires aussi. Justement, sur ce sujet-là, Richard, est-ce que en France, le métier du notaire ou celui de l'agent immobilier, celui qui fait l'intermédiaire, est-ce que justement il n'est pas à risque avec cette décentralisation C'est une bonne question. J'ai envie de répondre vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La réponse est non. Il n'y a pas de problème. Le métier a perdurer. Si je détaille juste un petit peu, dans la notion de financement que nous on propose chez le Brick Club, donc c'est du financement d'actifs et non pas de la détention de participation d'actifs. La nuance, elle est vraiment là entre nous deux. Je pourrais aller en détail pendant 3 petites minutes juste après, mais la différence du coup en financement, c'est qu'on ne peut pas prêter de l'argent de manière indéfinie. Si on la prête, il faut l'avoir en retour. Et donc, il faut une date de fin à ce contrat, qui donc du coup va sceller une revente de l'actif et donc une remise sur le marché par un agent immobilier et par un notaire, et donc rebénéficier au circuit traditionnel sur une échelle de 10 à 15 ans. Dans tous les cas, on ne pourra rien y faire. Les taxes
sur un immeuble seront toujours en France de 7%. Donc, en tout cas de mutation, et les intérêts bancaires existeront toujours à peu près sur les taux en vigueur. Donc, on n'a pas de solution à ça. Il faut que ça puisse continuer à tourner. Mais dans ce cycle-là, l'idée de la blockchain, c'est de faire bénéficier à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde puisse avoir son ticket dans ce circuit-là, et du coup de le faire bénéficier pendant ces 12 ans. Peut-être que les gens ont envie d'investir pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, une année, se rendre liquide rapidement. Ça, c'est leur stratégie, mais du coup, c'est de leur permettre de prendre cette stratégie. Eh bien, je vais juste quand même préciser cette histoire de financement par rapport à la détention d'actifs, ce qui nous permet en France d'exister, et d'essayer de pousser des portes aussi avec le régulateur. Il y a toute une équipe, je ne suis pas tout seul à avoir eu cette idée d'aller sur cette stratégie plutôt de financement des produits plutôt que de détention d'actifs. Il y a une association qui s'est créée qui s'appelle la F2PR, qui a pour but en fait de discuter avec les autorités sur la position du modèle et expliquer en quoi on avait une vraie différence par rapport à de la titrisation et comment on voyait les choses. Donc, pour résumer ce qu'on offre, l'idée c'est d'offrir un maximum de flexibilité et de service aux investisseurs. Qu'est-ce que veut un investisseur dans le fond du fond? C'est avoir des revenus récurrents, c'est mettre un petit ticket à hauteur de ses moyens et de bénéficier de la plus-value quand il y aura la vente de l'immeuble. Voilà un petit peu les bénéfices qu'attendent. Nous, on part du concept qu'être propriétaire, c'est une putain de difficulté, quoi. C'est de plus en plus de complexité réglementaire. Et nous, on est là pour dire, il y a des pros qui sont capables de le faire, de détenir ces actifs. Ce sera ces sociétés qui existent déjà dans l'ancien monde de la SCPI et dans le nouveau des modèles de partage de revenus. Et on fera le job. Et on va gérer du mieux qu'on peut. Et on va optimiser le risque parce que c'est nous qui allons le prendre. Et vous financez, vous bénéficiez de ces bonus, de ces revenus dans le temps et surtout de la liquidité. Voilà comment qui pour moi sera le combat de ces prochaines années, de différencier le titre. Aujourd'hui, on est tous habitués à acheter une voiture en leasing. On s'en fiche d'être propriétaire de sa carte grise. Tout ce qu'on veut, c'est l'utiliser et rendre les clés. Ce sera pareil en immobilier. On veut juste exploiter l'immobilier pour ce qu'il est et non pas être propriétaire pour dire d'être propriétaire, d'avoir les corvées qui sont avec. Et donc ça, on le lègue au Brick Club. On le fera du coup en masse pour réduire les coûts et optimiser. Voilà notre philosophie au Brick Club. Comme dit Richard, le but de tout ce qu'on parle, de tout ce qu'on fait, c'est de pouvoir acheter son token immobilier ou investir dans l'immobilier, peu importe sous quelle forme, le lundi, en profiter toute la semaine, avoir sa quote-part du revenu pour la semaine et le revendre la semaine d'après si on en a besoin. Ce n'est pas nécessairement une optique long terme dans la rentabilité. Et si jamais on veut faire la plus-value, on attend les évaluations ou la revente. Et ça, ce n'était pas du tout possible avant. Ça l'est aujourd'hui. Vous êtes sûr que culturellement, les Français sont prêts à ne pas être propriétaires? C'est quand même un pays de propriétaires. Il va falloir travailler. Florian, peut-être tu as une réponse sur ce sujet-là, mais il va falloir travailler au corps les Français pour leur expliquer qu'ils ne sont pas propriétaires. Ouais, alors, en fait, c'est assez marrant parce que c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai écrit le rapport IMO 3.0. Moi, je reviens d'à peu près 2 ans d'étranger sur 3 grands pôles qui sont la France, le Middle East et l'Asie et les US. Et en fait, on voit un truc là-bas, dans tous ces pays et tous ces continents. La tokenisation immobilière, c'est the next big thing. Tout le monde en parle, etc. Jean-Marc est bien plus une star là-bas qu'ici. Et il y a ce vrai sujet où quand je suis rentré en France, alors moi, j'ai un petit passif dans l'innovation immobilière, donc je vais plutôt voir des grands groupes habituellement. Je leur dis, bon, bah voilà, il y a ce truc qui se passe, vous voulez qu'on fasse un truc ensemble, vous voulez qu'on avance. Et là, il y a une vraie difficulté à faire comprendre le pouvoir de cette chose-là aux institutionnels de l'immobilier en France. En revanche, si on fait un peu d'histoire de l'immobilier français, les Français sont quand même les plus grands investisseurs immobiliers. Ils sont prêts à peu près tout accepter. Alors, on ne va pas refaire l'histoire, mais en gros, si on regarde les courbes de l'arrivée du crowdfunding en France, c'est indécent comparé à nos voisins. Quand on regarde les sujets de royalties, c'est indécent comparé à nos voisins. Quand on regarde en gros tous les modèles un peu innovants, la SCPI dont on parlait tout à l'heure, c'est indécent par rapport aux REIT américains. Et en fait, le français, il est adepte d'investissements innovants dans l'immobilier. Et je pense que c'est pas un hasard. Alors aujourd'hui, on a Jean-Marc ici, mais il y a des boîtes espagnoles, il y a des boîtes portugaises, il y a des boîtes israéliennes. Et toutes ces boîtes-là, elles tokenisent de l'immobilier dans leur pays pour venir le vendre à des Français. Et il y a une raison très simple, parce que les Français achètent ça et ils sont prêts à entendre qu'il y a une nouvelle voie pour l'immobilier. On est une grande nation immobilière et je suis
Moi, mon grand combat, c'est qu'il y ait plus de boîtes françaises qui vendent à des Français. Moi, je peux vous donner l'optique d'un étranger. Parce que Realty vend des tokens dans 150 pays. Donc, j'ai une bonne perspective sur la France. Aux États-Unis, au Canada et dans beaucoup de pays, on grandit avec. Il faut investir dans ce qu'on appelle le 401k, c'est-à-dire notre retraite, etc. On achète des actions de compagnie. On investit dans le stock market. L'immobilier vient en second. En France, c'est pas du tout ça. En France, on grandit avec, il faut investir dans la pierre, ça perdure et c'est ça qui est sécuritaire. C'est vraiment une différence culturelle. Et c'est pour ça que je pense que peu importe la forme que prend le bien immobilier, il y a en France un marché pour. Comme Florent l'a très bien dit. Non, évidemment, je suis tout d'accord avec ce qui est en train d'être dit. Et je pense qu'il faut voir la tokenisation pas comme quelque chose qui va remplacer le marché de l'immobilier tel qu'on le connaît, parce que le marché de l'immobilier tel qu'on le connaît va rester présent. Il y aura toujours des gens qui auront besoin d'être propriétaires au sens stricto sensu du terme. Il faut le voir comme une manière de faire évoluer l'immobilier, et notamment, et j'insisterai beaucoup là-dessus parce que pour moi c'est très important, quand on regarde le sens profond de la blockchain et de ce qui habite tout ce qui touche à cette technologie, on a effectivement, d'ailleurs le terme a été utilisé à plusieurs reprises, disrupter, désintermédier, etc., notamment le système bancaire. Nous avons à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde le sait, une crise avec une augmentation considérable des taux d'intérêt, avec une difficulté pour beaucoup de personnes et pour effectivement aussi des foncières et des professionnels à se faire financer. Et finalement, ce qui est très intéressant, je trouve, dans la tokenisation immobilière, entre guillemets, puisqu'on a bien compris que ce n'était pas les biens qu'on tokenisait, mais c'était par structure interposée ou par des revenus, c'est qu'on va, d'une certaine façon, trouver un moyen de financement alternatif en complément des financements qu'on connaît, des financements traditionnels que nous connaissons. Donc, encore une fois, il ne faut pas voir, à mon sens, cet écosystème comme un écosystème qui va remplacer, mais plutôt comme un écosystème complémentaire à forte valeur ajoutée et qui peut apporter énormément au marché de l'immobilier dans sa globalité. Qui va démocratiser l'investissement immobilier. Tout à l'heure, Arnaud, vous avez dit que le paiement en crypto-monnaie était un paiement comptant. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser l'actif numérique pour faire du levier, pour faire un crédit, par exemple? Alors, Florian, vas-y. Bon, il y a un gars qui est en train d'essayer de faire ça, donc on l'invitera l'année prochaine. C'est pas fait pour l'instant. Bon, nous, on le fait chez Realty. Il est donc possible d'avoir son token. On a acheté son token, $50 le token à peu près, ça dépend de l'immeuble. On l'achète, on le dépose sur une plateforme de lending, de collatéralisation qu'on appelle le RMM. Et en le déposant, on peut emprunter un certain montant contre le token. Donc si on a 2 tokens de $100 total, on peut emprunter entre 50 à $60. On continue à recevoir ses loyers évidemment sur les tokens déposés, mais en même temps, on peut avec cet argent aller acheter d'autres tokens pour ainsi utiliser l'effet de levier sur crypto. Et l'avantage, c'est qu'à la place de prendre des mois et des mois, d'aller voir son banquier, de déposer le dossier, de revenir et faire des allers-retours et de devoir signer sur la personne, ça n'est que sur le token et ça se fait littéralement en 3 minutes, même pas. Ce qui fait que plus on en achète, plus on peut faire la boucle, on redépose, on rachète pour le redéposer, pour en racheter. Et ça, c'est révolutionnaire et ça ne peut se faire que grâce à blockchain, justement. Est-ce que la variation de monnaie sur les crypto-monnaies, est-ce que ça a eu un impact sur votre métier? Absolument pas. On a démarré en faisant bien la différence entre crypto-monnaies et les crypto-actifs. Aujourd'hui, on achète les crypto-actifs, donc les tokens immobiliers, et la base est en dollars si le bien est aux États-Unis. La base sera en euros lorsque le bien sera en Europe. Effectivement, il n'y a pas de risque. En fait, c'est plus du temps qu'on perd à expliquer justement qu'il n'y a pas de risque. Merci. Puisqu'en fait le sous-jacent est validé et si le montage est bien fait, il n'y a aucun problème puisque c'est le but de notre tokenisation. Arnaud, je crois que vous vouliez ajouter quelque chose. Non, effectivement, ça me paraît logique, surtout qu'à partir de l'instant où dans vos business respectifs, l'investissement se fait en monnaie fiduciaire, en dollars ou en euros, c'est vrai que vous n'êtes pas directement impacté. C'est la différence, effectivement, ça a été dit, entre crypto-monnaie et crypto-actifs, ou par définition... Et en fait, je peux même dire, nous, on nous paye des fois en crypto-monnaie et on les convertit en fiat parce qu'on achète le bien en fiat. Enfin, en fiat, c'est-à-dire en dollars.
Donc quand on paye, quand on achète le token en crypto-monnaie, on est obligé de le changer. Juste pour rebondir tout à l'heure, tu parlais de la SCPI. Pourquoi c'est pas finalement une SCPI qu'on est en train de créer? Pour donner un cas concret, la personne qui aurait investi 10 000 euros avec sa SCPI, dont elle a besoin de cette liquidité, grâce à ce phénomène, enfin ce concept de collatéral, aux yeux de tout le monde, sa part de SCPI de 10 000 euros, on en connaît la valeur et certains sont prêts à prendre la garantie en disant oui, je sais que ça vaut 10 000 euros, je vais vous prêter dans quelques minutes ces 10 000 euros en échange de ce collatéral que vous allez me donner. Une SCPI, elle n'est pas capable de le faire parce que, déjà, elle ne va pas, sur ses propres fonds, rembourser la part. Elle devrait se mettre avec des banques. Puis, il y a tout un process de prise de garantie qui prend le risque, les papiers pour prendre la garantie sur ce titre de SCPI, alors qu'en token, c'est quelques secondes. Donc, c'est vraiment une solution extrêmement agile pour refinancer et hypothéquer ses propres tokens. Ça, c'est vraiment l'effet incroyable que va permettre cette transparence du token. Et je vais plus loin, l'hypothèque qu'on prend sur son token, c'est sur son token, c'est pas sur la propriété. La propriété elle-même n'est pas à risque. S'il y a une autre crise immobilière ou les taux d'intérêt flambent, la propriété n'est pas hypothéquée, le token l'est. Et c'est opt-in, c'est au choix, on peut le faire ou ne pas le faire. Pour mettre un petit bémol à ce que disait Richard, en fait, c'était possible d'emprunter sur de la SCPI. Il fallait à peu près avoir minimum 50 000 euros. Ça coûte plusieurs centaines d'euros, donc vous pouvez aller nantir vos parts de SCPI. Pour ceux qui ont déjà essayé de le faire ou qui font un peu de finance, j'imagine que vous voyez du bordel duquel je vous parle. En parallèle, vendredi matin, j'ai fait un post LinkedIn pour montrer, j'étais sur Realty et j'ai littéralement nanti tous mes tokens en collatéral dans mon canapé, sans parler à personne. Ça m'a coûté 20 centimes. Et en fait, je pense que c'est super représentatif. Il y a un point quand même derrière tout ça. C'est super représentatif de ce que ça permet, la crypto, l'écosystème blockchain. C'est-à-dire que ce qui était avant de la haute finance, qui était réservé à une certaine forme d'élite, aujourd'hui, grâce à la blockchain, ça peut être accessible à tous. C'est-à-dire que les modèles de finance qu'on voit sur WinCity, sur Brick Club, sur Realty, c'est des modèles financiers qui existaient déjà avant. Sauf que là, aujourd'hui, on le fait redescendre à un niveau, au niveau particulier. Et ça, c'est assez fort. Jean-Marc, Realty, ça s'installe en France quand? On a mis beaucoup de temps à essayer de trouver la formule juridique. Encore une fois, on revenait sur qu'est-ce qui est tokenisé. On ne peut pas faire le modèle US comme on l'a expliqué, les droits de mutation tuent le projet. Après un an de travail, nous avons trouvé finalement une façon de faire qu'on estime être élégante et sécuritaire pour l'investisseur. Je pense qu'on devrait soit fin d'année si on est très optimiste, sinon premier quarter 2023. Très bien, merci. Merci à vous quatre d'être intervenus sur ce sujet complexe, mais dont vous avez pu voir un petit peu comment il pouvait révolutionner peut-être, en tout cas, l'immobilier de demain. On les applaudit très fort. Merci à vous.